Nous ne sommes qu'à 3 jours du Nouvel An 2026 et Donald Trump, le président des États-Unis, a déclenché une nouvelle guerre, ou du moins une agression, clairement et totalement contraire au droit international. Voici les images de ce qui s'est produit la nuit dernière aux États-Unis, ou plutôt la nuit dernière ici en Asie. D'où je parle, il est actuellement 8 heures du matin, ce qui signifie qu'il est 6 heures du matin aux États-Unis. Et au Venezuela, à Caracas, voici ce qui a commencé la nuit dernière. On peut voir des explosions au Venezuela, dans la capitale Caracas, et plusieurs vidéos publiées par des agences de presse indiquent clairement qu'une opération militaire de grande envergure est en cours. RT Russie rapporte que, dans la nuit, plusieurs explosions ont été entendues tôt samedi à Caracas, la capitale du Venezuela, selon des sources médiatiques. Les explosions surviennent dans un contexte d'impasse croissante entre le Venezuela et l'administration américaine. Voici une autre vidéo montrant clairement certaines parties de la ville sous le feu. Ce n'était donc pas une affaire limitée. Apparemment, il y a eu des fusillades et des explosions dans au moins 3 villes du Venezuela. Et pour couronner le tout, il est maintenant rapporté que M. Maduro a été capturé. C'est ce qu'a annoncé M. Trump. Apparemment, le président du Venezuela se trouve désormais dans un avion en train de quitter le pays. Comment cela s'est produit? Nous n'en avons pour l'instant aucune idée. Il semble simplement que si cela est vrai, l'un des principaux objectifs des États-Unis a été atteint. Écarter Nicolás Maduro du pouvoir. Beaucoup d'entre nous s'attendaient à ce qu'il s'agisse d'une tentative d'assassinat. Le fait qu'il soit apparemment transporté hors du pays est vraiment étrange et me rappelle très fortement la manière dont les États-Unis ont réussi à capturer Manuel Noriega du Panama en 1989, l'ayant emmené hors du pays avant de le juger aux États-Unis. Ainsi, après des mois et des mois de renforcement militaire, avec une grande partie de la marine américaine stationnée juste au large du Venezuela, il semble que Donald Trump ait décidé d'opter pour ce qu'on appellera probablement une frappe de précision. Et Trump s'en est déjà vanté. Je ne l'ai pas ici à l'écran, mais il a fait une annonce sur son compte Truth Social qui dit ce qui suit. Un instant, la voici. Les États-Unis d'Amérique ont mené avec succès une frappe de grande envergure contre le Venezuela et son dirigeant, le président Nicolás Maduro, qui a été capturé avec son épouse et exfiltré du pays. Cette opération a été réalisée en collaboration avec les forces de l'ordre américaines. D'autres détails suivront. Une conférence de presse aura lieu aujourd'hui à 11h à Mar-a-Lago. Merci de votre attention à ce sujet. Donald J. Trump, en collaboration avec les forces de l'ordre américaines. C'est du grand n'importe quoi. Les forces de l'ordre américaines, ce sont les policiers, les membres du pouvoir judiciaire des États-Unis. Et ce ne sont certainement pas eux qui participent à ce genre d'opération, à moins que l'on parle des gardes-côtes. Vous n'allez pas me faire croire qu'une telle destruction peut être causée par la police ou les gardes-côtes dans un autre pays. Au Venezuela, en Amérique du Sud. Vous voyez, ces frappes sont relativement puissantes. Elles sont importantes. Ce sont probablement des missiles qui ont été tirés là-bas. Max Blumenthal a également réussi à obtenir une vidéo. Max Blumenthal de The Gray Zone affirme que la capitale du Venezuela est désormais attaquée par le régime américain, sans autorisation du Congrès, sans soutien populaire américain, juste une autre guerre terroriste pour le pétrole, le pillage et le contrôle impérial, lancée avec choc et effroi. Quant aux hélicoptères, je n'ai aucune idée s'il s'agit d'hélicoptères vénézuéliens ou américains qui survolent Caracas. Ce sont peut-être même des avions, je suis désolé. Je suis un piètre analyste militaire sur ce coup-là. Nous en verrons davantage. Nous aurons une analyse approfondie de la part de personnes comme Daniel Davis et d'autres qui pourront immédiatement vous en dire plus sur ce que cela signifie.
Mais on peut déjà voir à quel point ces attaques contre Caracas ont été importantes. Ce n'est pas une petite opération, c'est la guerre. Ce n'est pas seulement un casus belli, c'est la guerre. Avant 1945, il aurait fallu une approbation du Congrès pour quelque chose de ce genre, car le président des États-Unis, bien sûr, n'a pas le pouvoir de déclarer la guerre. Mais depuis que toutes ces considérations, et même la guerre elle-même, ont été écartées, bannies en réalité, même du droit international, l'administration agit simplement comme elle l'entend. Mon ami et collègue Glenn Deason a mis la main sur une autre vidéo. Il affirme que les États-Unis bombardent le Venezuela dans une attaque réelle et non provoquée. De nombreuses excuses seront avancées dans les prochains jours. Le narcoterrorisme, le Hezbollah, le Hamas, l'Iran et d'autres opérants au Venezuela. La promotion de la démocratie soutenue par le prix Nobel de la paix et ainsi de suite. Encore une fois, on peut voir à quel point ces explosions sont importantes et à quel point la frappe a dû être massive. Le fait que Nicolás Maduro, s'il a effectivement été capturé, qu'ils aient réussi à l'atteindre, signifie presque certainement pour moi qu'il a dû être trahi de l'intérieur, qu'il a probablement été possible de soudoyer des personnes de son entourage proche pour d'une manière coordonnée le faire sortir de là. Je ne peux tout simplement pas imaginer les forces spéciales américaines débarquer et le sortir du palais présidentiel sous un feu nourri. Nous verrons donc ce qui ressortira de cette histoire avec Maduro, ce qui sera révélé à ce sujet. Mais RT rapporte en fait qu'il y avait des rumeurs selon lesquelles les États-Unis tentaient de soudoyer des personnes dans le cercle très proche de Maduro. Il se passe quelque chose ici. En novembre, le New York Times a rapporté qu'un plan pourrait potentiellement impliquer des troupes d'opérations spéciales américaines, y compris la Delta Force et les Navy SEALs, pour capturer ou tuer Maduro, qui aurait été décrit comme un narcotrafiquant. Il y en a un autre que je voulais te lire. Ah oui, ici celui-là. En octobre, Trump a déclaré avoir autorisé des opérations de la CIA au Venezuela, ce qui a provoqué une réaction de Caracas. Ce même mois, l'Associated Press a rapporté que des agents avaient tenté de recruter le pilote personnel de Maduro pour capturer le président et le livrer aux États-Unis, où il serait placé en détention pour trafic de drogue. Donc, des choses comme celle-ci sont désormais tout à fait envisageables, si effectivement il est vrai que Maduro a été capturé. Je devrais aussi préciser que sa vice-présidente n'a en réalité eu aucune nouvelle de Maduro ni de son épouse et qu'elle demande une preuve de vie. Et bien sûr, il est en plein milieu de la nuit. C'était la nuit du 2 au 3 décembre. Donc au cœur de la nuit, tard dans la soirée ou aux premières heures du matin, cette opération a commencé et a dû durer de nombreuses heures. Elle est évidemment encore en cours. Il s'agit donc d'une attaque surprise, une attaque nocturne contre le président du Venezuela, contre tout l'État vénézuélien, contre le gouvernement du Venezuela, avec l'intention apparente maintenant de remplacer par la lauréate du prix Nobel de la paix, Maria Machado, qui attend actuellement, publie et supplie les États-Unis, en tant que lauréate du prix Nobel de la paix, de bien vouloir bombarder son propre pays, ce que bien sûr tout bon lauréat du prix Nobel de la paix ferait. Je veux dire, il est désormais admis que pour remporter le prix Nobel de la paix, il faut soit mener des frappes de drones et déclencher des guerres, soit en réclamer. C'est un peu une évidence aujourd'hui. Donc, elle coche toutes ces cases. Et les États-Unis travaillent toujours à la faire accéder au pouvoir ou à faire élire la personne qui était, pour ainsi dire, sa suppléante au Venezuela. Celle qui s'est présentée aux dernières élections présidentielles contre M. Maduro et que l'administration américaine dit reconnaître comme la présidente officielle et non M. Maduro. Maintenant, cependant, avons-nous plus d'informations à ce sujet? Ah oui, il y a encore une chose que je veux mentionner ici.
Il semble que Donald Trump aime vraiment le Nouvel An comme moment pour attaquer d'autres pays. Je tiens à souligner que c'est en ce jour, le 3 décembre, au cœur de la nuit, que M. Trump, il y a exactement 5 ans, a attaqué et tué Qassem Soleimani. Soleimani venait tout juste d'atterrir à Bagdad pour s'entretenir avec le gouvernement irakien. Qassem Soleimani, bien sûr, était le chef de l'une des branches militaires iraniennes, le plus haut général d'Iran, et il s'apprêtait à être reçu par la direction irakienne. Les États-Unis ont fait exploser la voiture qu'il utilisait pour se rendre du tarmac à la ville. Cela s'est produit exactement la même nuit, et M. Trump en était très fier. Il a déclaré « Oui, on leur a fait payer ». En réponse, l'Iran a riposté en tirant quelques missiles sur des bases américaines, je crois aussi, en Irak ou en Syrie, sans toucher ni tuer personne. Et l'affaire s'est arrêtée là. Il semble maintenant que Donald Trump parie sur le fait que cette fois-ci, les choses se dérouleront exactement de la même manière. Pouvoir écarter M. Maduro et en somme provoquer un changement de régime de fait. Et bien sûr, c'est assez stupéfiant, car j'ai même lu dans un article que les États-Unis ont une procédure en cours contre M. Maduro devant la Cour pénale internationale, la même cour que les États-Unis sanctionnent, ou du moins certaines de ses composantes, parce qu'elle a émis un mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou. N'allons pas plus loin sur ce point. Je ne pense pas que M. Trump remettra jamais M. Maduro à La Haye. S'il le capturait, M. Maduro serait jugé lors d'un procès simulé, un procès spectacle, une démonstration de force aux États-Unis, selon la loi américaine, pour des accusations fallacieuses ou douteuses qu'ils inventeraient. Et si c'était le cas, ce serait une grande mise en scène. Mais je crois que ce serait une grave erreur. S'il était capturé vivant, M. Maduro deviendrait un prisonnier. Enfin, pas un prisonnier de conscience. Pardon, je retire cela. Un otage des États-Unis, en tant que président en exercice d'un autre pays reconnu par presque toutes les autres nations. Pas toutes, certes. Tous les États européens ne reconnaissent pas M. Maduro. Mais la Chine, oui. La Russie, oui. Et une grande partie du Sud global le reconnaît. Nous nous retrouvons donc dans une situation où, en gros, tout le Sud global sait que l'Empire du Nord a capturé un chef d'État en exercice et le retient en otage. Il sera intéressant de voir ce qu'ils feront de son épouse également, si elle fait effectivement partie de cet enlèvement qui vient d'avoir lieu. C'est bien sûr un nouveau niveau d'escalade. Nous n'avons jamais rien vu de tel. Même M. Noriega, en 1989, était le parrain, l'homme fort de l'armée, et celui qui gouvernait, qui exerçait un contrôle effectif sur le Panama. Mais il n'a jamais été légitimé de la même manière par un vote public en tant que dirigeant, en tant que président. Et bien sûr, il faut souligner que M. Noriega fut au départ un pantin très docile des États-Unis et de la CIA, avant de tomber en disgrâce lorsqu'il s'est écarté de la ligne et a commencé à faire des choses que les États-Unis ne cautionnaient plus. À présent, je dois dire, enfin, j'aimerais simplement souligner que je trouve ça extrêmement insensé. Tant que les États-Unis n'auront pas obtenu une véritable adhésion à grande échelle du public vénézuélien ou de la direction militaire du Venezuela, cela ne fonctionnera pas. Il est possible que les États-Unis soient parvenus à affaiblir et à rallier certains dirigeants militaires clés au Venezuela, et qu'ils estiment, de ce fait, que c'est la voie nécessaire pour parvenir à un changement de régime. Parce qu'encore une fois, un changement de régime sans l'adhésion de groupes importants de l'élite politique d'un pays ne peut pas fonctionner. On ne peut pas simplement remplacer un président par un autre et s'attendre à ce que tout le monde suive, surtout si cela se produit de cette manière.
Même si les États-Unis déclarent maintenant que la présidente officielle est Madame Machado ou sa suppléante, tant que les structures politiques du Venezuela ne l'acceptent pas, eh bien, vous savez, la constitution vénézuélienne, comme la plupart des constitutions, prévoit que si le président meurt ou s'il lui arrive quelque chose, la direction du pays est assurée par le vice-président. C'est exactement ce qui se passerait aussi aux États-Unis. Si Donald Trump était enlevé, ce serait J.D. Vance qui prendrait les rênes de la présidence, tout comme lorsque JFK a été tué et que Lyndon B. Johnson est arrivé. Donc, ce que nous avons ici, et nous n'en connaissons pas encore les détails, c'est la question de savoir si le plan visait aussi à enlever tout le gouvernement et que cela a échoué. Nous ne le savons pas, car si c'est vraiment seulement M. Maduro qui a été capturé, alors ce que vous faites, c'est tester si la tête du serpent est vraiment la tête, ou s'il s'agit d'une hydre avec suffisamment de têtes pour reprendre le contrôle. Vous savez, un État, un gouvernement moderne, ce n'est pas un one-man show. Donc si M. Trump croit que c'est seulement M. Maduro qui dirige tout, il risque d'avoir un réveil très brutal. La seule façon dont je peux imaginer que cela ait une réelle chance de réussir en tant que changement de régime, pour qu'on se retrouve avec un gouvernement favorable aux États-Unis qui exécute simplement leurs ordres, serait d'obtenir une large adhésion de la population que l'on vient de bombarder. Mais en général, bombarder un endroit produit l'effet inverse. Les gens se rassemblent autour du drapeau parce qu'ils sont attaqués. On commence naturellement à croire ceux qui avaient prévenu qu'une attaque allait avoir lieu. Et ces personnes gagnent en crédibilité. Et ces personnes, c'étaient les partisans de Maduro. Nous avons vu la même chose en Iran, il y a 6 mois, pendant la guerre de 12 jours, lorsque le bombardement de Téhéran et d'autres villes n'a pas poussé la population à se soulever pour renverser le régime en place. En réalité, le soutien à ce régime a augmenté pendant l'attaque. Donc, au Venezuela aussi, nous assistons probablement, enfin, nous verrons probablement, à une plus grande approbation du régime en place, et non à une moindre. Mais je peux me tromper. Si une large partie de la population adhère au processus et qu'une nouvelle élection découle de cette crise constitutionnelle, alors peut-être que les forces d'opposition l'emporteront également. Qui peut dire qu'il n'y aura pas de tricherie? Mais laissons cela de côté. L'autre option, pour y parvenir, serait d'obtenir une large adhésion des forces armées. Nous recevons justement des images du Guardian montrant que l'armée vénézuélienne a été mobilisée et patrouille dans les rues. Des militaires gardent le périmètre du palais présidentiel de Miraflores à Caracas, au Venezuela, ce samedi. Donc, si M. Maduro a effectivement été capturé, cela signifierait que ces forces ont dû être neutralisées. Sinon, peut-être qu'il a été exfiltré, comme le disait cet autre plan, alors qu'il était dans un avion. Mais maintenant, nous voyons ces images montrant que les gens se préparent clairement à défendre leur pays. Encore une fois, tant que vous n'avez pas l'adhésion du peuple ou de l'armée, vous ne réussirez pas à provoquer un changement de régime rapide. Le danger ici, c'est que vous êtes en train de remuer un nid de guêpes. Nous savons que le Venezuela n'est pas entièrement sous le contrôle du gouvernement central. Le Venezuela possède de vastes forêts à l'arrière, qui sont également reliées à la Colombie. Nous savons qu'il y a des régions du pays qui ne sont pas sous un contrôle ferme. Et nous savons qu'il existe de nombreux endroits où les guérilleros peuvent se réfugier et se replier. Mais nous savons aussi que l'armée a jusqu'à présent été très loyale envers M. Maduro. Nous savons que les préparatifs d'une attaque de ce type durent depuis des mois. Le fait que cela ait été possible montre évidemment que les États-Unis disposent d'une force militaire pure et brutale, capable de tout faire exploser à grande échelle. Encore une fois, les images que nous avons vues de Glenn Dizon
montre qu'il est possible de bombarder des cibles et que les États-Unis possèdent tout le matériel militaire nécessaire. Ils ont les drones, les missiles, les avions requis et une grande partie de la marine stationnée devant le Venezuela. Donc oui, il y a une puissance militaire. Mais après la puissance militaire, doit venir une succession politique. Et si vous n'y parvenez pas, alors tout cela, ce que cela fera, c'est déstabiliser un très grand pays, avec une population nombreuse, juste à votre porte. Et ce sera un nouveau terreau pour la drogue et le terrorisme. Félicitations États-Unis. 3 jours après le début de la nouvelle année, et nous avons une nouvelle guerre. Nous avons une nouvelle illégalité. Nous avons une nouvelle preuve qu'il n'existe aucune contrainte, même pour l'administration Trump, et que toute cette mascarade du président de la paix, vieille d'1 an maintenant, n'était rien d'autre que cela. C'est une domination totale de l'hémisphère. Ce qu'il faut attendre maintenant, c'est la réaction de la Russie et de la Chine. La grande question est de savoir s'ils resteront plus ou moins silencieux à ce sujet, prudents et mesurés, et s'ils accepteront en somme tacitement la revendication des États-Unis sur l'hémisphère occidental. Qu'ils dirigent cette affaire et ne s'y impliqueront pas, ou bien s'exprimeront-ils réellement et tenteront-ils de leur compliquer la tâche au Conseil de sécurité? Chercheront-ils à soutenir le Venezuela, ou quel que soit le gouvernement successeur de M. Maduro, dirigé par la vice-présidente? L'une ou l'autre de ces options est possible. Les deux le sont, je ne sais pas. Mais la réaction de la Chine et de la Russie nous en dira beaucoup sur la direction que prend l'avenir multipolaire. Malheureusement, cela ne semble pas aller vers un 2026 plus pacifique. Merci. Thank you.